tout l'argent des startups était investi sur don't answer the phone, tu vois, genre réponds pas au téléphone, let the AI answer the phone. Mais en fait, nous, ce qu'on a découvert, c'est que l'IA était encore plus fort quand les gens étaient au téléphone et qu'on venait les aider en fait sur la prise de notes, sur des actions. La deuxième chose, c'est plus tu utilises de variables dans ton message de bienvenue, plus tu peux te rapprocher des 80%. Parce qu'en fait, ce qui est bluffant, c'est, tu vois, hein, les gens qui essayent ChatGPT la première fois ou qui essayent Perplexity, ils sont un peu déçus, tu vois, en fait. Là où toi et moi, qu'on l'utilise plusieurs heures par jour, en fait, il nous connaît mieux que personne, quoi. On a eu des gens qui ont essayé de draguer l'intelligence artificielle. On a des gens qui ont créé un compte sur Allo pour un usage qui n'est pas très académique. Donc globalement, je vais harceler les gens qui ne t'ont pas payé. Tous les gens qui sont en retard de paiement, on va les appeler à longueur de journée, en fait, avec plusieurs numéros de téléphone. Donc en fait, tu vois, j'ai un dilemme, c'est que je parle à des dirigeants de PME qui utilisent plus l'IA que la majeure partie des start-upers que je rencontre ou des employés des boîtes dans lesquelles je suis investisseur, en fait. Et il y a un gap qui est quand même hallucinant. Enfin, je sais pas si toi ça le fait ou autre, mais en fait, il y a très peu de gens dans l'écosystème tech qui utilisent l'IA de manière complexe. Un message sur tous les gens qui hésitent à payer 20 € par mois pour ChatGPT. Honnêtement, vos enfants ils rigoleront que vous ayez hésité à payer ça, quoi. Jérémy Goyot est l'un des visages les plus reconnus du gros en France. Il avait rejoint Spendesk au tout début, aujourd'hui une scale-up incontournable de la scène tech française. Récemment, il a cofondé The Mobile First Company, avec cette conviction que le téléphone est aujourd'hui l'outil numéro 1 des entrepreneurs du monde entier et que les applications mobiles peuvent remplacer des outils complexes. Ils ont levé 3,5 millions d'euros pour réaliser cette vision et forcément, l'arrivée de l'IA a bousculé les choses. Un épisode inspirant sur le gros et l'IA et particulièrement sur les agents vocaux IA. Bienvenue dans ce nouveau épisode de Time. Merci Jérémy d'être présent, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. C'est cool, on va pouvoir parler d'IA, d'agents IA, d'agents vocaux IA, de un peu de technique aussi grosse, d'entrepreneuriat. L'idée c'était d'avoir du concret avec tout ton retour d'expérience, tous les échanges que tu peux faire avec les entreprises sur l'IA et ta vision. Pour commencer, je trouvais que ça pouvait être intéressant de parler des agents vocaux parce que vous avez créé une app qui s'appelle Allo. Ce qu'on a en termes de sentiments en France, c'est que les agents vocaux aujourd'hui, ils sont un peu robotiques, c'est pas très mature. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la techno et comment toi tu vois les choses sur les agents vocaux ? Ouais, je vais te faire un peu une chronologie rapide. Donc moi je travaillais dans le SaaS B2B, tu vois, j'étais associé chez Spendesk pendant 7 ans. J'ai monté une boîte du coup en l'été 2023 et je me suis promis de faire une boîte avec un vrai impact. Donc je vais pas pitcher en disant on va faire une boîte de AI, mais on s'est dit non, on va faire des logiciels pour les dirigeants de PME. Et en fait, l'AI nous est un peu tombé dessus par hasard, quoi. Donc, c'était assez intéressant, quoi. Donc, on a commencé à faire un premier produit dans la gestion des stocks. On a utilisé l'IA, notamment sur la manipulation de documents. C'était juste bluffant, tu vois, sur importer un inventaire sans l'IA, où l'utilisateur il devait faire peut-être 30 clics pour importer son inventaire. Et on a mis l'IA qui lui faisait 27 clics. Donc, c'était assez bluffant. Donc, ça a été notre première expérience, tu vois, de jouer avec l'IA, les modèles de Mistral à ChatGPT. Donc, ça a été assez intéressant. Et après, on a nos clients qui sont venus nous voir en disant, voilà, je paye très cher ma téléphonie, si vous pouvez faire quelque chose. Donc, on a eu pas mal de demandes qui venaient de nos clients. Et notamment, ça venait de ce que s'appelle, en anglais, ils disent le call answering services, quoi, ou le secrétariat externalisé en français. C'est des gens qui payent entre 3 et 5 euros pour que le soir et week-end, quelqu'un réponde à leur téléphone, en fait. Donc, ça va être des plombiers, ça va être des chauffagistes, ça va être des notaires, parfois. Et donc, ils externalisent ça. Beaucoup le font en France, dans des call centers français de petite taille. Mais ils vont payer entre 3 et 5 euros pour répondre à l'appel. Et donc, chaque appel. Plus un abonnement téléphonique et tout ça. Donc, nous, sur quelqu'un qui recevait 800 appels par mois, ça lui facturait, je te laisse imaginer le prix, c'était plusieurs milliers d'euros, quoi. Ouais. Donc, nous, c'est ça le problème qu'on a eu devant nous. Donc, on s'est dit, très simple, on va prendre ChatGPT qui parle, on va le connecter à ça et jackpot. Donc, ça ne s'est pas passé comme prévu pour les raisons que tu mentionnais, c'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est l'IA évolue très vite. Tu vois, la première POC qu'on a lancée, c'était en mai 2024. Et à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements technologiques. Il y a eu des nouveaux acteurs qui sont arrivés. Donc, on a eu plein de choses avancées. Ce que je vois, par contre, c'est que, notamment en France, on va dire que le niveau d'expectation, tu vois, les gens espèrent quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'ils ont réellement, en fait. Et notamment en France, ils ont des attentes très fortes sur la voix, en fait. Okay. Là où, notamment aux États-Unis,
je pense que le niveau des attentes est plus bas, par exemple, sur les IA, et le niveau des IA aujourd'hui est aligné avec leurs attentes. Donc, on voit un taux de satisfaction qui est beaucoup plus fort sur nos utilisateurs américains que sur nos utilisateurs français. Moi, ce que je vois en France, je ne veux pas être dans le politique ou autre, mais on a un peu plus peur des IA ou des gens qui répondent au téléphone, où on a aussi une image quand on appelle, je sais pas, l'assurance maladie ou quand on appelle le service des impôts, d'avoir ces voix robotiques. Ouais. Donc en fait, ça renvoie une image de mauvaise qualité, de pas cher, et donc en fait, l'humain paraît haut de gamme, premium, très cher, là où à côté, les voix IA, inconsciemment pour nous, elles sont associées à des services qui sont assez peu chers ou autres. Par contre, il y a des cas d'usage où aujourd'hui l'IA est capable de gérer des appels et de prendre des décisions. Parce qu'en fait, c'est pas juste de gérer l'appel, c'est de faire les actions après l'appel. Et donc, c'est ça qu'on a découvert en fait, et on a changé entre répondre aux appels manqués à mettre de l'IA sur les appels qui sont répondus par les dirigeants, quoi. Ouais. Bah, en fait, c'est vrai que là-dessus, en France, la qualité de la voix, elle n'est pas au niveau, et c'est vrai que le parallèle, il est intéressant avec les services qu'on avait avant l'IA, où en fait, le champ des possibles, quand on avait une voix robotique, était très limité. Souvent, il fallait dire en fait ce que l'on souhaite, pourquoi on appelle, etc. Et avec l'IA, il y a une vraie conversation. Alors, pour l'instant, ça reste limité, mais c'est en train d'évoluer de plus en plus. La voix est beaucoup plus naturelle qu'avant. Ouais, mais tu vois, aux États-Unis, tu peux choisir un accent texan dans la majeure partie des modèles ou des providers. En France, tu peux pas choisir un accent toulousain, tu vois, par exemple. Donc, tu auras toujours ces écarts où le mec, nous, on a des clients qui sont en Corse. Quand les gens appellent, c'est pas une voix corse avec un accent corse qui répondent. Ouais. Donc, tu auras toujours ces gaps-là. Et c'est aussi... Aujourd'hui, la langue française, si tu regardes où c'est qu'elle est bien parlée, ça va être l'Afrique. Donc, est-ce qu'aussi on est prêt à avoir une langue, tu vois, avec un accent congolais ou autre? Parce que c'est ça la force de l'anglais, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui parlent, donc ils arrivent à avoir beaucoup plus de voix, beaucoup plus de voice actors. Et donc voilà, donc on a tout essayé. Et je pense que la langue française aussi a une complexité en termes de l'intonation et ces aspects-là. Donc oui, il y a quand même un écart quand tu testes d'appeler une IA qui parle anglais, quand tu testes une IA qui parle espagnol, et quand après tu testes une IA qui parle français. Une fois sur deux, elle va parler, on va dire, un peu québécois ou canadien, français. Et l'autre fois, ça va être très plateau, quoi. Ça va être pas beaucoup d'émotions, en fait. Ouais. Mais ce que vous faites déjà aujourd'hui, c'est que vous permettez quand même de enregistrer l'appel, synchroniser ça, par exemple, avec un CRM, potentiellement même réaliser des étapes que la personne devait réaliser elle-même après un appel. Ouais, c'est intéressant, tu vois. Je pense que les gens qui écoutent ton podcast sont des gens qui ont déjà une API sur OpenIA, sont des gens qui ont testé des services comme Eleven Labs, comme Vapi. C'est intéressant, mais aujourd'hui, le gros problème qu'il y a, les gens qui reçoivent beaucoup d'appels, c'est ce qu'on appelle, nous, l'économie réelle. Tu vois. Nous, on fait des applications pour l'économie réelle. C'est des dirigeants de PME, en France, aux États-Unis. Un dirigeant de PME, si on prend l'exemple d'un plombier, globalement, le matin, avant qu'il commence sa journée, il répond au téléphone. Entre midi et 2, il répond au téléphone. Le soir, il répond au téléphone. Le reste du temps, il va peut-être envoyer des WhatsApp, il va peut-être envoyer des SMS. Et en fait, ces gens-là, ils payaient très cher leur téléphonie d'entreprise. On a parlé des gens qui externalisaient l'appel, mais juste un abonnement pro chez Orange, c'est 60 € par mois. Tu vois, un abonnement pro avec une box internet et 2 forfaits de téléphone, ça va être 120 € par mois. Donc, c'est des gens qui payent extrêmement cher pour avoir en fait un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, ça permet que ton téléphone sonne et ça te permet d'entendre la personne au bout. En fait, il n'y avait pas toute la partie, on va dire, fonctionnalité dessus. Donc nous, ce qu'on a fait, on a commencé par l'IA, mais on est revenu sur la partie de base d'un téléphone. Ça, on va dire, on est capable d'avoir des numéros de téléphone. C'est pas si simple, en fait, d'être régulé et d'être certifié pour avoir un pool de numéros de téléphone. Une fois qu'on a eu ces numéros de téléphone, on a construit du coup l'application connecté sur téléphone et sur Android qui te permet en fait de recevoir des appels et d'émettre des appels. Donc en fait, on a refait ce qu'avait fait WhatsApp globalement, mais en passant par la téléphonie classique. Une fois qu'on a construit ça, là, on a pu construire l'expérimentiel en fait. Tu vois, on a pu construire l'expérience. Donc globalement, moi, je le découpe souvent en 3 aspects. Tu as avant l'appel, durant l'appel et après l'appel. Ouais. Avant l'appel, on a pu faire tout ce qui était du menu interactif, donc du menu envoi interactif. Donc par exemple, pour un gros syndic de propriété, ils ont un numéro qui est partout dans les ascenseurs, dans tous les bâtiments. Ils ont plus de 110 bâtiments. En fait, quand tu appelles, tu vas pouvoir exprimer de manière pourquoi tu appelles et qui t'essaye de joindre. Et automatiquement, nous, du coup, on va transformer
cette réponse audio en une règle assez complexe, parce qu'il y a quand même 60 personnes qui peuvent répondre au téléphone derrière, pour transférer l'appel à la bonne personne. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On le fait aussi classique avec des menus interactifs, taper 1, taper 2, taper 3. Ça, c'est ce qu'on fait avant l'appel. Durant l'appel, c'est là où ça a été la plus grosse découverte. Ça a été de proposer l'enregistrement des appels, en fait. Ce qu'on faisait, par exemple, dans les startups, dans les commerciaux, où tous nos commerciaux, leurs démonstrations étaient enregistrées, on les analysait ou autre. En fait, on a permis d'enregistrer tous les appels des dirigeants. Derrière, à la fin de cet appel, là, du coup, il y a un LLM qui va passer sur l'appel et qui va leur faire une prise de notes. Et ça, c'est assez bluffant parce que ça prend des meilleures notes que toi et moi. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit dans les Google Meet, on invite. Mais là, il imagine que c'est des gens qui, par exemple, on va prendre un agent immobilier, il appelait quelqu'un qui voulait vendre son appartement, il avait beaucoup de notes à prendre. Là, automatiquement, toutes les notes sont prises, le bilan énergétique, l'adresse, les charges, tout est refait. Et donc, lui, il a un résumé sur l'application de tous ses appels. Ça, c'est assez fort. Mais imagine quand tu passes entre 30 et 40 appels par jour, quand tu es un plombier, le soir, tu as peut-être 5 ou 6 devis à envoyer. Ouais. En fait, ils avaient un peu une très bonne mémoire pour envoyer ces 5-6 devis, mais ils faisaient soit des erreurs sur la moitié des devis, soit il manquait 2 devis à envoyer par jour. Bien sûr, ils oublient. Ouais. Ils oublient. Et donc, du coup, là, ce qu'ils font en fin de journée, ils reviennent sur leur historique, ils savent tous les appels qu'ils ont reçus, et là, ils peuvent vraiment faire des devis ultra précis avec toutes les informations et sans oubli, quoi. Et après, ils marquent un fait. Donc ça, c'est durant l'appel. Et à la fin, qui est après l'appel, qu'est-ce qu'on fait après l'appel? Donc, soit je dirais plutôt, on va prendre des actions pour toi, donc envoyer un email, créer un événement, le pousser dans ton CRM, ce que tu disais. Mais on va aussi faire, imaginons que tu ne peux pas répondre à l'appel, donc l'appel a été raccroché puisque tu n'es pas disponible. C'est là où l'IA va répondre à l'appel pour toi et va pouvoir en fait prendre un message ou prendre une décision. Donc typiquement, on a beaucoup de restaurants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la prise de réservation via le téléphone en fait. Donc soit ils disent allez sur le site. Pourquoi vous n'êtes pas allé sur le site? Ok, on a une table pour 2 ce soir et ça va leur le créer dans ZenChef. Donc on peut prendre quelques exemples. Je pense que tu as des questions sur des exemples un peu insolites, mais voilà, là tu as l'IA qui rentre dans une dernière chose. Mais nous, ce qu'on a découvert, c'est que tout l'argent des startups était investi sur don't answer the phone, tu vois, genre réponds pas au téléphone, let the AI answer the phone. Mais en fait, nous, ce qu'on a découvert, c'est que l'IA était encore plus fort quand les gens étaient au téléphone et qu'on venait les aider en fait sur la prise de notes, sur des actions après les items, quoi. Donc notre produit a aussi vachement pivoté et on travaille sur ce nouveau branding, c'est de dire oui, on est une IA qui peut répondre au téléphone, mais ça c'est une feature. Le vrai problème que tu as besoin, c'est de pas juste avoir un numéro de téléphone, mais d'avoir un numéro de téléphone qui peut se connecter à ces LLM là, quoi. Ouais, très cool. En fait, en gros, c'est une approche quand même différente du marché. Quand on s'intéresse aux agents vocaux, on voit tous les agents vocaux qui sont capables de prendre à notre place des appels. Ça marche plus ou moins. En français, on l'a dit, c'est compliqué. Mais là où l'IA peut aussi être utile, c'est ce qu'on peut voir du coup quand on a une réunion en visio, c'est qu'il y a une IA qui vient où il y a une extension qui va prendre les notes pour nous et qu'on va pouvoir du coup facilement manipuler. Et c'est encore plus fort en fait quand on est au téléphone parce qu'on a souvent soit on a des écouteurs plus longues, déjà aussi. Plus longues, on n'a peut-être pas l'ordinateur pour un plombier, des personnes qui sont dans l'économie réelle à disposition pour prendre les notes rapidement et tout. Donc hyper intéressant aussi ce découpage de pouvoir après réaliser des actions. Avant de partager peut-être des anecdotes un petit peu marrantes sur les agents vocaux, est-ce que tu peux nous partager les use cases que tu vois classiques sur les agents vocaux et relier ça à l'impact, à un ROI possible pour les entreprises, parce que beaucoup d'entreprises, ils aiment bien quand même savoir le retour sur investissement qu'ils peuvent avoir pour le coût d'une solution, par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir traditionnellement. Ouais, c'est une très bonne question. Les gens qui adorent les agents vocaux, qui ne se plaignent pas de la qualité de la voix, qui ne se plaignent pas de toutes ces personnes-là, en fait, ça va être des gens qui reçoivent énormément d'appels. Donc quand je dis énormément d'appels, c'est plus de 300 par semaine. Okay. Pourquoi? Parce que, 1, ils ne peuvent pas répondre à tous ces appels-là. 2, ils ne peuvent pas l'externaliser parce que le coût. Et donc en fait, ils vont raisonner vraiment comme un funnel. C'est de se dire, ces appels-là, si j'ai 30% de conversion sur ces appels-là, ça me va en fait. Ouais. Et donc tous les gens qui raisonnent en fait en taux de conversion de leur appel, plutôt que des gens qui veulent expérience utilisateur, marque, support. Non, en fait, c'est vraiment des gens qui sont dans une optimisation, qui se disent aujourd'hui, de toute façon, on les sert mal, ces 1000 appels qu'on a par semaine. Si je mets une AI agent, qu'est-ce qu'on va faire? 20, 30% de conversion? Parfait, en fait. Donc, nous, ce qu'on voit sur les gens, il y a du support client,
Le support client, tu as des numéros qui sont imprimés sur des caisses enregistreuses, dans des stations-service. Tu vois, il y a un interphone dans une station-service. En fait, ça passe par la téléphone. Tous ces gens-là, ils ont beaucoup d'appels. Ils réflexionnent en disant, je veux traiter 100% des appels, mais je veux que les 30% de conversion sur une action très précise, quoi. On l'a sur les gens qui font du Facebook Ads ou du Google Ads aujourd'hui. Donc, ça peut être plombier Paris. Et les gens reçoivent beaucoup d'appels, en fait. Et ces appels-là, si personne ne répond, ils perdent le lead, en fait. Donc, ils veulent s'assurer que quand les gens appellent, il y ait au moins une réponse, qu'il n'y ait pas une musique d'attente. Ouais. Donc, voilà, c'est des gens qui reçoivent beaucoup d'appels, qui l'ont. Dans notre cas, je pense qu'il y a d'autres aspects. Eux, c'est des gens qui ne se plaignent pas de la qualité et qui voient un ROI très clair. Donc, nous, le ROI, ce qu'on traque, c'est assez différent. C'est en fait combien d'appels se génère une discussion. C'est-à-dire que normalement, les gens appelaient, c'était soit une musique d'attente, soit un répondeur classique. C'est ça qui se passait. En fait, aujourd'hui, on va voir le nombre de fois où les personnes vont interagir. En fait. Donc, c'est-à-dire que tu vas me laisser un message. Classique, les gens laissent un message. Sauf que là, la messagerie, elle va te dire, mais attendez, expliquez-moi. Vous dites que vous avez un problème de fuite, c'est-à-dire... Et là, tu vas avoir un double effet. Donc, tu vas avoir soit les gens qui vont te dire, attends, mais c'est une IA, c'est un humain, qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est pas une messagerie classique. Et donc là, tu vas avoir, du coup, on traque le nombre de pourcentage que les gens vont répondre. Donc, il y a beaucoup de gens qui drop. Ça dépend des use cases. Donc, les gens vont pas, soit vont raccrocher immédiatement, soit vont juste laisser un message classique, soit vont pas laisser de message aussi. Et là, tu vas voir les gens qui prennent le jeu, quoi. Donc, nous, ce qu'ils peuvent voir, nos clients, c'est en fait le taux d'engagement de leur messagerie interactive. C'est comme ça qu'en français, messagerie interactive au AI réceptionniste, quoi, aux US. Et donc après, on choisit aussi une action qui va être faite. Donc à l'action, ça peut être réserver un événement, s'assurer de l'importance du ticket. Donc là, c'est là où le dirigeant va pouvoir choisir son niveau d'importance. Et donc là, on va pouvoir scorer en fait, est-ce que c'est 8, 12, 20% qui ont été transformés en action, quoi. Ok. Ouais, c'est marrant parce que en fait... vous vous concentrez vraiment sur la qualité des interactions, enfin la durée d'appel, etc. Et après, c'est aux dirigeants de déterminer si les appels qui ont été répondus sont pertinents dans son business, lui apportent du business. Parce qu'en fait, c'est des cas tellement particuliers que c'est à eux après de faire un peu le rapprochement entre le nombre de conversations qui ont été générées et les actions, si ça permet... Tu vois, un syndic, il reçoit 300 appels par semaine, en fait. Qu'est-ce qu'il a besoin, le syndic de copro ? Il veut juste savoir si l'appel qu'il a appelé, il doit rappeler la personne ou pas. Donc, la qualité de l'AI Agent, ce qu'elle doit savoir, c'est est-ce que tu dois rappeler cette personne ou est-ce que tu ne dois pas rappeler cette personne ? Okay. Donc, lui, en fait, quand il regarde ses appels manqués, il veut rappeler les gens qu'il doit rappeler, en fait. Et donc, son critère de succès, lui, c'est pas que l'IA envoie des factures par email ou qu'elle envoie la quittance de loyer. Non, non. Ce qu'il veut, c'est une liste priorisée de qui sont les gens qu'il doit rappeler. Et idéalement, en rouge, les gens où c'est vraiment un gros problème. Et en vert, les gens où c'est un petit peu moins de problème. Tu vois, la quittance de loyer ou l'ascenseur qui ne marche pas. Bien sûr. C'est ça, en fait, le niveau d'urgence qu'il y a. Un ascenseur qui ne marche pas dans un bâtiment de 15 étages, c'est red alert, tu vois. Ah ouais. Alors que la quittance de loyer de la personne, parce qu'elle va faire quelque chose, voilà. Ils rappellent ces gens-là, mais ils vont les rappeler soit à la minute, soit à la journée, quoi. Ouais, mais ce point, je trouve, il est super intéressant parce que l'IA, elle permet tellement bien de catégoriser les demandes entrantes, peu importe que ça soit sur un téléphone ou une adresse mail, peu importe. En fait, quand tu es capable de déterminer le niveau d'urgence d'un flux entrant important, c'est un temps, une économie de temps énorme. En termes de chiffres, est-ce que... j'imagine qu'en fonction des use cases, c'est assez différent, le nombre de personnes qui drop, etc. Est-ce que tu peux nous partager peut-être sur un use case les chiffres que tu observes un petit peu, un peu les conseils, les retours, les bonnes pratiques ? Ouais, nous, on voit, il y a un vrai écart sur ce qu'on appelle, tu vois, le message de bienvenue. En fait, ça va être quelle est la première phrase prononcée par l'IA, en fait. Donc là, on avait aux alentours de 10-12% de réponses, en fait, sur une messagerie classique. Chaque fois, notamment, que tu dis le mot IA ou que tu dis le mot messagerie automatisée ou autre, en fait, ça fait plus un effet déceptif. Okay. Les gens vont dropper plutôt que parler. D'accord. Le deuxième chose, c'est plus tu utilises de variables dans ton message de bienvenue, plus tu peux te rapprocher des 80%. C'est-à-dire que, par exemple, si tu appelles, que tu es un client de nos solutions et que tu appelles le support client, on va savoir ton nom, prénom, et on va savoir si tu as déjà fait des appels dans le produit ou si tu n'as pas déjà fait des appels dans le produit. On n'utilise pas beaucoup de choses. Grâce au numéro de téléphone, en fait, grâce au numéro de téléphone, on le rapproche avec notre CRM et donc on sait qui est la personne qui appelle. Donc on va lui dire « Bonjour Louis ».
Et en fait, on a deux filtres. On sait que si les gens n'ont pas fait d'appel, ils ont des questions, ils veulent voir comment marche le produit. Si des gens ont déjà fait des appels, il y a peut-être un problème sur leur produit. Et donc, en fait, le greeting message, là, il va être complètement différent en disant pourquoi tu n'as pas encore fait d'appel. Et donc, tu vois, là, la personne, elle est au téléphone et elle va se dire et là, ça va créer des interactions, quoi. Ou l'autre, c'est expliquez-moi, est-ce qu'il se passe un problème, vous avez raté un appel. Et donc, tu vois, on va voir. Donc, la qualité du greeting message, tu as des écarts qui sont tellement larges. Et après, tu as des industries. Typiquement, tu mets une annonce sur Le Bon Coin pour un appartement, les gens vont laisser un message. Par défaut, les gens vont laisser un message. Par contre, tu as un restaurant, les gens ne laissent pas de message. Okay. Inconsciemment, quand tu appelles un restaurant, tu veux une réponse ou sinon tu en appelles un autre ou sinon tu réserves sur le site internet. Les gens qui appellent un restaurant, ils veulent que la personne réponde, quoi, parce qu'ils veulent modifier leur réservation ou autre. Par contre, quand tu appelles une annonce sur Le Bon Coin pour un appartement, les gens ils vont laisser des messages beaucoup plus longs ou autre. Donc ça dépend. C'est pour ça que je ne peux pas te donner de cas concrets. Ce que je peux te dire, c'est que les setups classiques pas trop personnalisés, tu vas avoir 10% des gens qui vont interagir avec l'IA. Là où tu as des setups vachement avancés, on va se rapprocher des 80%. Quoi. C'est ça, ce taux d'interaction. Donc, sur 10 appels, tu n'as qu'une personne qui va parler en fait à l'IA, sur des cas très simples. Ouais. Mais c'est intéressant parce que du coup, forcément, on comprend que l'accroche, l'aspect de salutation au début, il est clé, que plus on ajoute de la personnalisation, plus ça permet de créer des interactions. En termes je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir d'autres chiffres sur la durée des échanges en général, parce que est-ce que les personnes, quand ils acceptent de se prêter au jeu, ils vont jusqu'au bout ou est-ce qu'il peut y avoir un drop après, parce que soit il y a un petit peu de latence avec l'IA, soit il y a peut-être de l'imprécision de la part de l'IA qui fait que la personne est obligée de se répéter, ou une incompréhension. Ouais, nous, le temps médian, c'est moins de 72 secondes. Tu vois, donc ça fait un peu plus d'une minute. Moins de 72 secondes. C'est le temps médian, tu vois, les discussions sur toute la plateforme. Okay. Donc c'est des discussions assez courtes. C'est plus long qu'une messagerie classique. Tu vois, une messagerie classique, on est plutôt aux alentours de 12 secondes sur le message en moyenne si tu regardes sur ton téléphone. Donc il y a cet écart-là, tu vois, sur toute la plateforme. Nous, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on est facturé, tu vois, par nos partenaires. Donc ce temps, on l'a. Ce qu'on voit, c'est que le problème, et je pense que c'est le même problème avec l'IA de manière générale, c'est la base de connaissances. En fait, c'est globalement, les gens ne sont pas très, on va dire, opinionated. Ils ne savent pas vraiment comment leur IA agent doit se comporter. Donc, ils essayent d'être très larges sur les cas d'usage. Donc, ils ne veulent pas lui mettre un cas d'usage très précis de fais cette action-là. Et de deux, c'est qu'ils ont très peu de données ou de business knowledge accessible, en fait. Nous, le gros problème que là, on est en train de travailler là, sur le mois de mars, c'est comment, en fait, on aide les business à alimenter leur business knowledge. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de PDF, ils ont très peu de Notion, ils ont très peu de sites internet. Leur site internet, il n'y a rien à scraper. Il y a 3 pages. Donc, en fait, il y a très peu de knowledge qui est accessible pour ces dirigeants-là, en fait. Et donc, c'est ça qu'on essaye de résoudre, c'est de se dire, OK, comment on fait, en fait, pour que la qualité des résumés soit pertinente, pour que la qualité de l'IA Agent soit pertinente. En fait, OK, on connecte ton Google Maps, on connecte ton site internet, on va connecter 3-4 notes, 3-4 PDF. Mais en fait, je n'ai pas beaucoup d'informations pour que l'IA puisse être interactive. Parce qu'en fait, ce qui est bluffant, c'est, tu vois, hein, les gens qui essayent ChatGPT la première fois ou qui essayent Perplexity, ils sont un peu déçus, tu vois, en fait. Là où toi et moi, quand on l'utilise plusieurs heures par jour, en fait, il nous connaît mieux que personne, quoi. Donc, il y a ce temps-là aussi dans l'IA qu'il faut réussir à rapatrier de la connaissance pour que l'IA puisse être bluffante. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est les clients qui ont mis beaucoup d'efforts dans leur prompt, qui ont mis beaucoup d'informations dans l'IA, du coup, tu as des conversations qui sont beaucoup plus lentes, en fait. Là où quelqu'un qui a l'IA, va, par défaut, les templates, elle est là pour savoir qui est la personne qui appelle et prendre un message. Ça va très vite, en fait. En moins de 40 secondes, je suis capable de savoir qui t'es et pourquoi t'appelles. Et donc, l'IA va s'arrêter là, inconsciemment. Là où des gens qui veulent, par exemple, scorer des dossiers de locataires, tu vois, vraiment évaluer, là, ils vont aller beaucoup plus loin dans les questions qu'ils vont poser parce que l'IA, elle va se comporter comme un agent immobilier qui va scorer le dossier. Donc, elle va lui dire, OK, mais vous êtes arrivé quand ? Donc, c'est là où là, c'est bluffant, où là, tu vas avoir des discussions. Et c'est là aussi où la personne va rentrer dans un scénario où elle va jouer le jeu. Parce qu'en fait, si tu appelles, toi, un support client, que c'est hyper généraliste ou autre, tu vas raccrocher, tu vas dire, il va me rappeler, en fait. Donc, plus tu arrives à le mettre dans des scénarios précis, plus les conversations vont être longues. OK. Et justement, sur cet aspect de base de connaissances, tu l'as dit, c'est un point qui est super important, puisque on le sait, plus on partage d'informations à un modèle,
plus il aura de contexte pour pouvoir générer une réponse qui est adaptée. C'est aussi assez difficile pour beaucoup de personnes parce qu'ils doivent parfois mettre à plat des process qu'ils n'ont pas forcément structurés, qu'ils n'ont pas forcément bien analysé des situations un peu particulières. Toi, c'est quoi tes conseils pour une entreprise alors, une entreprise qui, ce serait intéressant d'avoir à la fois une entreprise qui a du contenu stocké sur Notion, mais un peu éparpillé sur Google Drive, sur son site internet, et une entreprise qui n'a pas du tout de contenu, pour commencer à préparer une base de connaissances qui sera de toute manière un travail nécessaire à faire pour utiliser un agent vocal ou pour utiliser un modèle en ChatGPT ou même un autre outil. Nous, honnêtement, le conseil, si je vois les meilleurs utilisateurs que j'ai, c'est ceux qui utilisent ChatGPT. Donc en fait, c'est ChatGPT qui fait ce travail-là pour nous, ou Grok, ou le chat, pas de préférence. Mais en fait, les gens qui ont déjà fait ce travail de poser des questions à ChatGPT, d'envoyer des devis, d'envoyer des propals, en fait, on leur envoie un prompt très précis, ils le mettent dans ChatGPT et ils nous envoient ça, en fait. C'est ça qui est hyper fort, c'est-à-dire que ce travail-là, on va le faire sur certains clients ou autres, mais c'est là où les modèles sont bluffants. C'est si quelqu'un, un entrepreneur, commence à l'utiliser de manière professionnelle, ChatGPT pendant 2-3 semaines, en fait, la qualité de résumé, de business knowledge que va sortir ChatGPT est bluffant. Donc moi, je dirais juste aux gens, n'essayez pas de faire un master prompt ou autre. Juste utilisez ChatGPT pendant 2 semaines, envoyez vos devis, parlez, passez au mode voix, expliquez, voilà, j'ai ce client qui m'a posé cette question. Essayez de vraiment interagir avec quelqu'un. Imaginez que c'est un nouvel employé de votre société et qu'il faut l'onboarder, le mettre. Et une fois que vous avez bien utilisé ChatGPT, on arrivera à sortir le knowledge, Mais faites-le de manière ludique, tu vois ce que j'ai envie de dire. Sinon, nous, les business qui marchent très bien, c'est en fait d'envoyer des prompts dans ChatGPT en leur disant... expliquez-nous qui sont vos meilleurs clients, expliquez-nous quelles sont les prestations que vous vendez le mieux, pourquoi ça. Donc en fait, ChatGPT fait ce travail-là très bien. Donc voilà, nous, c'est un peu la technique qu'on a trouvée, c'est d'externaliser ça dans un premier temps et d'aller chercher des utilisateurs qui sont déjà dans ChatGPT et de leur aider à réimporter leur knowledge. Sinon, ce qu'on fait, globalement, c'est une liste de questions assez précises. On va te demander, notamment, nous, en fait, c'est pas aussi que sur la business knowledge, c'est ce qu'on appelle le contexte IA. C'est est-ce que tu as envie que ça tutoie? Est-ce que tu as envie que ça vous voit? Est-ce que toi, les résumés, tu les veux en chiffres? Est-ce que tu les veux en lettres? Tu vois, les chiffres. Donc, c'est un peu aussi ces préférences IA qui sont vachement importantes, où on a vu que ça fait un avant-après, en fait, quand la personne interagit avec le produit, quand y a le vouvoiement, quand il y a le tutoiement, quand il y a... en fait, l'IA apprend et donc lui fait le format qu'il a envie d'avoir, Donc ça, c'est quelque chose qu'on demande, nous, dans le produit, en fait, qu'on va mettre ce level au-dessus des LLM, Ouais, ok. Ouais, c'est cet aspect, en fait, un mix entre le tone of voice, donc un peu le style rédactionnel ou le style d'expression d'une IA pour qu'elle reproduise vraiment un peu le style qu'on peut avoir et en même temps des préférences utilisateurs dans la génération. Ok. Et juste petite question sur le prompt que vous partagez à vos clients ou que des personnes pourraient utiliser. En fait, l'idée, c'est de créer un nouveau chat pour mettre ce prompt et toutes les informations qui ont été sauvegardées en mémoire, il y a une fonctionnalité mémoire sur ChatGPT qui permet de récupérer les informations, ou aussi d'aller creuser dans des anciens messages pour récupérer tout l'historique un petit peu de la conversation qui peut être du contexte et d'agréger ça. Ouais, c'est ce prompt-là, je pourrais te le partager. Globalement, donc il y a le rôle, il y a toujours le rôle où on demande à ChatGPT de se comporter, tu vois, comme l'associé de Thierry, et que son rôle là, c'est de d'avoir une vision 360 de l'entreprise sur 3 sujets qui sont intéressants. Qui sont les clients, qu'est-ce qui les rend uniques, comment ils ont. Donc il y a vraiment la partie connaissance client. La deuxième, c'est les offres, en fait, et la troisième, c'est un peu contexte, historique, anecdote. En fait. Donc c'est ça qu'on essaye d'exporter au maximum, et donc le prompt va aller chercher ces questions-là et on demande s'il lui manque des informations qu'il pense peuvent avoir un impact sur les interactions futures, de préparer une liste de questions pour Thierry, entre 10 et 15 questions où Thierry peut répondre. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. Derrière, on met... aujourd'hui, on a une intégration avec QuickBook ou une intégration avec PennyLane, donc ça peut récupérer les factures. Donc quand tu récupères les factures, tu as beaucoup d'informations sur quelles sont les prestations, quels sont les clients. Donc tu as un peu la partie offre, la partie business knowledge. Je pense qu'aujourd'hui, les sites internet sont moins utilisés, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux.
Donc là, c'est un peu plus chiant, mais il faut quand même scraper les carousels sur Instagram ou autre. Mais les réseaux sociaux sont assez bien faits. Google Maps est assez bien fait. Nous, c'est vraiment une donnée où tu récupères beaucoup, notamment dans les témoignages de Google Maps, donc les reviews de Google Maps. Tu as pas mal de verbatim, en fait, qui sont assez intéressants. Donc voilà, ces données-là. Moi, je trouve que le problème du site internet, comme c'est des gens qui ne sont pas très techniques, il est souvent pas mis à jour, quoi. Donc il peut être plus ou moins joli, mais souvent, il n'y a pas grand-chose comme information, sauf tu as des cas ultra spécifiques. Tu as un réparateur, Lucas, tu vois, un réparateur de téléphone dans le nord de la France. En fait, il a mis tous ses prix sur son site internet avec un simulateur sur WordPress, avec un plugin énorme. Ben voilà, tu récupères son WordPress et en fait, tu as beaucoup d'infos. Donc l'IA, tu vois, j'ai cassé mon Android à 14, combien ça coûte de changer l'écran? L'IA te dit le prix. C'est bluffant, tu vois. Ouais, ça, c'est bluffant. Alors que lui, il avait juste fait ce travail-là de son côté, de faire un tableau hyper clair sur son site internet, de savoir quel était le prix pour toutes ses prestations. Mais tu vois, c'est pas l'IA qui va faire de la magie, c'est l'entrepreneur qui avait documenté et structuré son offre et ses clients à l'intérieur, quoi. Ouais. Non, très clair. Après, c'est vrai que sur les sites aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de mettre une URL et de sortir en format un peu Markdown, en format Docs directement un contenu bien propre qu'on peut partager au modèle. Il y a de plus en plus de... Il y a plein d'API maintenant qui le font. Il y a Firecrawl tu vois, qu'on utilise par exemple, qui te permet sur beaucoup de sites. Tu as aussi des API maintenant. Tu vois, nous on utilise beaucoup dans l'hôtellerie. Tu as des gros acteurs comme Amenities ou autres où tu peux récupérer beaucoup d'infos. Donc c'est assez bluffant parce que tu peux lui demander... ok, est-ce qu'il y a une baignoire ou une douche dans la chambre marquise? Et ça va te dire exactement qu'il y a une baignoire dans la chambre marquise. Donc c'est là où l'IA, plus elle a de données, plus elle va être bluffant, quoi. Laquelle a vu sur le jardin, quelle chambre a vu sur le jardin, ça va te dire les 3 chambres qui ont vu sur le jardin. C'est là où tu peux jouer avec les modèles. Mais encore une fois, je pense qu'on est encore très loin. Va falloir aider à prendre ces dirigeants de quelle information tu as besoin d'avoir, comment l'LLM l'utilise et comment tu as envie qu'elle l'utilise, quoi. Donc on fait ce travail-là de les amener vers ces modèles-là, quoi. Ouais. On n'a pas eu l'occasion de parler un petit peu des anecdotes en fait, comme les appels sont enregistrés, c'est toujours intéressant de savoir comment réagissent les personnes. Est-ce que tu as des petites anecdotes qui te viennent en tête sur la réaction de personnes à chaud quand ils découvrent que c'est une IA ou quand ils ont un petit doute Ouais, j'ai des anecdotes. Je sais pas, j'en ai des croustillantes, tu vois, mais ouais, il y en a où on a eu des gens qui ont essayé de draguer l'intelligence artificielle, quoi. Donc plus ou moins malaisant sur certains, mais nous on a le numéro de la boîte. On a des gens qui nous appellent pour jouer avec l'IA. Donc on a eu des cas aussi de gens qui appellent. Mais on a eu des gens qui se sont rendus compte que c'était l'IA et qui ont rappelé plus tard. Pour un peu tester, s'amuser. Ouais. Et on a des gens qui ont créé un compte sur Allo pour un usage qui n'est pas très académique. Tu vois, plutôt, on est plus proche de on va dire le date que l'automatisation de leur process, quoi. Donc ouais, ça on a eu, mais c'est pas des cas isolés. On a eu beaucoup de cas où les gens parlent de manière à séduire l'intelligence artificielle, quoi. Donc ça ça arrive trop souvent pour que ça soit un cas isolé. Ça arrive chez nous, et ça arrive sur nos clients à nous. Donc on a des gens qui rappellent et qui veulent que la secrétaire parle de manière un peu plus sensuelle ou autre. Donc ça, c'est clairement un cas qui arrive assez souvent. On a des gens qui comprennent pas du tout que c'est une IA. C'est ça qui est le plus bluffant. En fait, c'est de dire, mais attendez, moi je voulais parler à Robert, mais il est où Robert qui êtes-vous? Tu vois, donc on a vraiment des gens qui disent, mais qui êtes-vous plusieurs fois aussi. Donc ça fait un peu bluffant parce que du coup, ok, mais du coup c'est un robot, tu vois. T'as vraiment ces conversations-là. Moi je trouve les conversations que j'adore et les gens qui nous partagent, c'est quand c'est des conversations un peu longues où la personne, t'as toujours ce doute, est-ce que c'était une IA ou est-ce que c'est pas une IA, quoi. Ouais, du coup t'oses pas trop dire. Et donc du coup l'entrepreneur il dit, le call il était génial, regarde, tu vois, il nous envoie le numéro du call et il dit, écoutez ça, c'est très fort. Et après on a aussi quand l'IA elle arrive à poser les bonnes questions au bon moment, quoi. Donc là l'entrepreneur il dit, putain, j'avais pas vu que c'était en fait, on a eu un problème d'adresse, donc je sais plus, c'est une ville où en fait la personne a appelé, mais elle lui dit, mais vous êtes sûr que vous appelez pour la bonne région? Et je crois que la personne s'était trompée dans Google Maps et voulait appeler une personne en PACA alors que c'était dans l'est de la France. Et donc l'IA s'est rendu compte de l'erreur. Très fort, ouais. Et donc du coup l'entrepreneur était là en mode,
je suis pas sûr que je me serais rendu compte de l'erreur, quoi, de la ville, quoi. Et donc, ouais, tu as quelques usages. Je sais pas, tu vois, de manière très spécifique, les trucs qui font sourire et où l'équipe, c'est des gens qui appellent et qui se rendent compte que c'est une IA et essayent de séduire l'IA. Ça, c'était choquant, quoi, tu vois, genre. Ouais, c'est surprenant même, mais... Donc ouais, en cas d'usage, ouais, c'est les gens qui... notamment quand c'est... Nous, tu as les gens de la famille qui appellent le numéro, notamment la femme ou la conjointe qui appelle le numéro et que c'est une femme qui répond au téléphone. Si le mari l'aura pas prévu ou autre, ça fait un peu très drôle. Donc ouais, on a un peu ces conversations-là qui sont un peu drôles, quoi. On dit, mais qui êtes-vous et tout. Ouais, c'est drôle. Ouais, ok. Je sais pas si ça coche les cases de ce que tu voulais, quoi. Non, si, c'est marrant. En fait, c'est des anecdotes du quotidien où quand on met en place un agent vocal, on se rend pas compte, mais il y a ces comportements qu'il peut y avoir, déviants ou pas, qui sortent du quotidien et qui sont gérés maintenant. Et donc, Par exemple, nous, une des premières fonctionnalités qu'on a sorties, c'est les gens en favoris dans ton téléphone n'ont pas l'intelligence artificielle. Parce que ça crée vraiment des problèmes. Ouais, c'est étrange, c'est vrai. Ta copine ou ta femme qui t'appelle et que c'est une femme qui répond au téléphone, oui, dites-moi. Ou ta parent, on avait beaucoup des parents aussi qui appelaient. C'était assez perturbant. Ça marchait pas, ils comprenaient pas. Donc ouais, tu vois, ça fait partie. Donc déjà, d'exclure les favoris de ton téléphone sur ton intelligence artificielle, ça nous a enlevé quelques problèmes, quoi. On avait pas mal de churn où les gens paniquaient, en fait, quoi. Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, ça pourrait être un parallèle avec sur les use cases que tu partageais, de support ou autre, en fonction de certains clients. C'est vrai que ça peut être plus adapté, que ça soit directement un humain, plutôt que ça passe par une IA. Et que ça crée de la frustration dans certains cas. Ouais, les soirs et week-ends, tu vois, c'est assez limpide. Quand on te dit que tu as une IA qui répond aux soirs et week-ends, ça paraît normal. Quand tu as un menu, c'est en fait, ça te dit, ok, en fait, on a essayé d'appeler Thierry, il n'est pas disponible, est-ce que tu veux qu'on prenne un message? En fait, tu as compris pourquoi l'IA est là, en fait. Ouais. Ou c'est typiquement, tu as une question sur le prix de nos services, en fait, on a accès au catalogue produit, donc explique-nous quel besoin tu as et on va te dire si on a. Par exemple, on a des casses auto, tu appelles la casse auto, c'est connecté au logiciel, donc du coup, tu dis, voilà, est-ce que vous avez un pare-choc de Clio de 2018? Là, du coup, tu comprends. Donc ça dit, attendez, je regarde le catalogue, oui, on a ça dans la casse auto. Donc, c'est encore une fois, il y a des use cases où ça fait sens, et il y a des use cases où ça marche pas du tout, quoi. Et je pense que beaucoup de gens essayent de construire des conversational AI sur des use cases qui sont pas si importants que ça, en fait. Ouais. Il y a un use case qui intéresse beaucoup de personnes. Curieux d'avoir ton avis, c'est le use case où l'IA va appeler des prospects en outbound, parce que là c'est vrai que les use cases que tu as partagés c'était pas mal en inbound. Nous on n'a jamais fait d'outbound, ça a été clivant depuis le début. Tout le monde s'est rushé pour faire de l'outbound. Nos partenaires des boîtes ont levé beaucoup d'argent pour faire de l'outbound call. Je le vois pas, je vois pas le business, je vois pas le use case. J'ai peut-être fait trop de cold call dans ma vie, ou j'en fais trop aujourd'hui d'appeler des gens pour me dire que ça marche. En fait, tu vois, le ratio, le funnel, combien de gens tu es obligé d'appeler? Tu vois, aujourd'hui, une campagne emailing, il y a 1% des gens qui répondent. Sur une campagne de call outbound, ça va être quoi, 0,1% des gens qui vont répondre? Donc, nous, on a été très strict dès le début en se disant, j'y crois pas, conversational AI sur l'outbound. Je suis curieux de toutes ces boîtes qui ont levé beaucoup d'argent, où ça ira. Je pense qu'encore une fois, c'est des use cases très précis. Nous, ce qu'on veut faire, qui va être sorti, je pense, je ne sais pas quand le podcast sortira, c'est connecté à ton Penny Lane et c'est connecté à ton QuickBook aux US. Donc, globalement, je vais harceler les gens qui ne t'ont pas payé. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire parce que c'est un use case très précis. Tous les gens qui sont en retard de paiement, on va les appeler à longueur de journée, en fait, avec plusieurs numéros de téléphone. Donc, ils ne pourront pas bloquer et ce ne sera pas ton numéro classique à toi. Okay. Donc, en fait, ça, c'est un use case qu'on voit qui est très précis. Ouais. T'es prêt à harceler les gens. C'est des gens où tu as beaucoup d'infos. C'est-à-dire que quand je vais t'appeler Louis, je sais exactement pourquoi je t'appelle. Donc, tu sais, on parlait du greeting message. Le montant, tout, l'adresse. Je suis Clara, la responsable RH, la responsable finance de Levage RSL. Vous avez 3 factures impayées chez nous. La facture 47, la facture 52, la facture... Pourquoi ne payez pas? Et là, on va avoir des greeting messages où c'est assez bluffant. En plus, on va pouvoir les render en amont. Donc, tu sais, la conversational AI, si tu peux générer les messages en amont, tu as une qualité d'audio qui est meilleure, en fait. Donc, on va pouvoir, le mec va décrocher le téléphone, il va se prendre ce message-là avec 2-3 SMS derrière. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on regarde pour faire sur un cas. Sur la prospection pour vendre tes services ou autre,
J'y crois pas. On est en train de tester là, basé sur mes calls. Donc moi, je fais à peu près 40 appels par jour, tu vois, Ok. pour appeler des gens qui se sont inscrits sur le produit, pour leur demander comment ça s'est passé ou autre. On est en train là, de le lancer sur le mois de mars, que moi j'appelle moins de gens et que l'IA appelle des gens et voir si elle est meilleure que moi ou pas. Ok. Donc on est en train de le tester, notamment aux US, où j'ai un accent un peu fort en français, donc voir si mon IA US marche mieux que moi. Ok. Donc on est en train de tester sur nos aspects-là, donc je pourrais te partager, de toute façon on le mettra sur LinkedIn, tu vois, le taux de conversion que moi j'avais et le taux de conversion qu'aura l'IA. Mais oui, nous ce qu'on voit dans la téléphonie, il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de gens, et je pense encore une fois, c'est l'IA, il y a beaucoup de gens feignants qui veulent l'utiliser pour gagner du temps. Au final, tu gagnes pas forcément du temps, en fait. Et c'est tellement dur, on le disait, faire un bon prompt qui marche bien, ça te prend presque autant de temps. C'est juste qu'après, si ça marche sur une page, tu peux le faire sur 2 pages, quoi, en fait. C'est ça qui est scalable. Mais ça va pas être magique d'avoir une IA qui passe ses appels et on va générer 150 meetings. Je pense que c'est que des vendeurs de tapis, ceux qui le vendent aujourd'hui, quoi. Ouais. Non, c'est vrai qu'il faut être conscient que l'IA n'est pas magique, de l'effort que ça demande pour générer un prompt de qualité, apporter du Et la contexte. donnée qu'il faut sur la personne que tu appelles. Connecter du coup l'IA ou l'outil du coup clé en main qui est un agent vocal avec les outils qu'on utilise pour lui apporter du contexte. En fait, ça demande quand même beaucoup d'efforts, parfois pour un résultat qui est minime. Pour revenir par contre à ton use case, je trouve hyper intéressant sur la relance de factures impayées. Ça, ce qui est super, c'est que les clients, ils ont une quantité de factures impayées qui est très précise. Ils vont pouvoir voir le ROI rapidement. Et en plus, j'imagine des personnes qui souhaitent faire des relances rapidement pour voir si la personne est capable de payer ou si c'est un peu du bluff et qu'en fait elle a juste un peu de retard, un oubli ou autre. Après, il y a des personnes qui veulent volontairement pas payer. Et donc en fait, tous les cas où il y a des relances qui sont réalisées en automatique par l'IA, c'est transféré après à une entreprise qui va gérer les impayés pour faire des recours en justice ou aller plus loin. C'est ça. Après, nous, honnêtement, on regarde vachement nos clients. Il y a un peu de cas de figure, ça dépend des industries aussi, mais souvent, c'est vraiment que les personnes, les PME travaillent beaucoup entre elles. Donc, en fait, c'est qu'il a 150 choses à faire et il a oublié de la payer. Donc, en fait, le petit rappel et lui dire « Ok, je vous rappelle ce soir à 18h, sauf si c'est payé. Non, vous inquiétez pas, je vais le faire. » Ok, quoi. Et tu vois, c'est cette petite piqûre de rappel qu'on veut. Et après, on veut tester d'être plus agressif, tu vois, sur des gens qui ne répondent pas à l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur a essayé de les appeler, a essayé de lui envoyer des SMS. Il n'y a vraiment pas de réponse. Mettre peut-être un scénario fin du monde, tu vois. Donc là, on va vraiment le balancer. Je pense que son numéro de téléphone, on va le défoncer, quoi. On va l'appeler 15 à 18 fois par semaine avec des numéros différents qui seront... avec des voix différentes en lui disant, là, il faut vraiment payer parce que sinon... ça va mal se passer. Et donc, essayer de tout tenter pour dire à l'entrepreneur, honnêtement, t'as pas le temps de l'appeler 18 fois, cette personne-là, on va le faire. Qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, ça, c'est des use cases qui sont intéressants. Je pense qu'il y en a d'autres, sur de l'outbound. Mais tout ce que je vois sur Internet, de la AI SDR et toutes ces conneries-là, peut-être parce que j'ai recruté beaucoup trop de SDR dans le passé, les meilleurs SDR, c'est des gens qui sont très, très forts au téléphone. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, tu aurais 1/10 de ce qu'ils vont faire. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont juste contacter beaucoup plus de gens. Ils vont être sur du quanti. Ils vont être sur du quanti et je suis pas sûr que, les opérateurs vont pas laisser faire ça. C'est quand même illégal aujourd'hui d'avoir des numéros de 06, des numéros personnels qui sont utilisés par des machines. Donc, ça sera des 01 ou des 09. Donc, le taux de réponse sera aussi moins haut. Donc, il y a plein de choses qui vont être négatives. Et c'est vrai que tu l'as dit à juste titre, je suis complètement d'accord avec toi. Le fait que quand on fait un appel de démarchage, souvent, l'appel, il se joue à rien. Et s'il y a un petit peu de délai ou le ton ou l'approche est pas très percutante, en fait, tout de suite, la personne raccroche. Et donc, pour une IA, en fait, ça va jouer à chaque fois à un fil. Donc, il y a toute petite erreur et en fait, c'est terminé. Donc, ça va être extrêmement dur, dans la plupart des cas, d'avoir un rendez-vous ou d'avoir même un lead qualifié potentiellement avec des interactions intéressantes. Il y a plein de choses, je pense que tu le sens à la manière dont décroche la personne. J'ai fait beaucoup de call call dans ma vie, tu vois, je continue. En fait, tu le sens, la situation du call. Tu vas savoir la gentillesse du téléphone. Si la personne, en fait, tu sais que la porte est grande ouverte. Tu vas savoir si ça va être chaud, mais qu'il va falloir forcer. Enfin, il y a plein de choses. Tu regardes les influenceurs de call ou autre, tu vois... ça se sent, comme tu dis, c'est les 2-3 premières secondes, en fait, dans la manière dont la personne va répondre, dans le bruit de fond que tu vas avoir aussi derrière. Tu vas savoir si la personne est en train de conduire. Tu vas savoir si... Moi, j'appelle des fois des gens un peu tard. Tu sais que tu as les enfants derrière, un bruit de fond. Tu sais que tu le fais chier. Le mec, à 19h, t'appelle. Moi, c'est des gens qui s'inscrivent sur mon produit aujourd'hui. Chez Spendesk, c'était des gens pour leur vendre ma solution. Mais tu sais que là, c'est 19h.
tu as une chance sur deux qu'il est dans un open space et que c'est jackpot. S'il est chez lui et que tu as les gosses derrière, tu sais que c'est perdu. Il n'y a rien à vendre. Il faut expédier. Donc, tu as tout ce sentiment-là. Bien sûr qu'il y arrivera un jour, mais je pense qu'aujourd'hui, faire des prompts qui sont... Vaut mieux prendre son téléphone et appeler, ça va vous coûter moins cher et vous allez avoir des meilleurs résultats. Ah ouais. Et justement, en termes de technique un petit peu de gros en lien avec l'IA, aujourd'hui, la outbound pure comme ça, pas possible. Par contre, est-ce qu'il n'est pas possible d'utiliser, et tu peux un peu nous partager des astuces un petit peu pour utiliser l'IA pour quand même gagner du temps, pour partager des exemples, tu vois, il y a peut-être vérifier des numéros de téléphone en masse avec une IA qui va s'assurer que c'est bien l'entreprise au téléphone cible ou encore faire des messages vocaux. Il y a tout le SMS. Le SMS, c'est différent. Je pense que vous avez testé, hein, vous avez tous testé ChatGPT, entre la texte et la voix, il y a quand même un écart. Le texte, c'est bluffant. Hein. C'est bluffant le degré qu'il peut réussir à mettre. Donc, je pense qu'il y a un vrai quelque chose à faire sur la partie, notamment nous, on le voit, sur un appel de 30 minutes, réussir à envoyer un email de follow-up, réussir à envoyer un SMS de follow-up. Je pense que l'IA bat l'humain. Je pense que la qualité du email qui est envoyé par l'IA par rapport à l'humain, il est au-dessus. Donc, il y a plein de choses là-dessus. Sur un peu le growth, moi, ce que je vois, je trouve que chez Spendesk, on était très fort sur la prospection client parce qu'on collectait énormément de données sur les prospects, en fait. Et là, l'IA, c'est assez bluffant. Maintenant, c'est même un natif dans certains CRM, hein, tu vois, comme Attio, la partie AI Agent qui va rechercher des informations sur la société. Il y a Attio, bon, je suis investisseur de la boîte, mais c'est assez bluffant ce qu'ils ont fait. Tu peux demander le pricing model de tes clients. Donc, tu as ta liste des 100 boîtes que tu es en train de prospecter. Tu demandes le pricing model. Ça va te compléter avec des prompts le pricing model de ces boîtes-là. Donc, ça te permet de segmenter quelles sont les boîtes qui sont PLG, quelles sont les boîtes qui ne sont pas PLG ou autre. Moi, je trouve que l'IA, c'est ultra rapide pour segmenter les utilisateurs et pour savoir qui sont ces utilisateurs-là, quoi, en fait. Donc ça, cette partie-là, ça va nous faire gagner un temps fou. Je pense que sur les messages, nous, on laisse pas mal de messages, tu vois, sur les répondeurs. Je pense que ça, du coup, tu peux vachement le personnaliser. Je ne sais pas si vous avez déjà créé votre voix sur Eleven Labs, hein, mais on peut, du coup, cloner sa voix et laisser des messages qui peuvent être générés automatiquement. Je dis ça, je dis rien, c'est des idées. Hein. Mais là, du coup, ça peut avoir des effets assez forts. Tu as eu l'occasion de le faire, toi Ouais, nous, on le fait avec ma voix. Ma voix est clonée dans le produit. Donc, message personnalisé, donc en ringless, ça sonne pas et il y a directement un... Nous, on le fait sonner, du coup. Okay. Et quand moi, je réponds pas, ça laisse le message automatiquement, quoi. Okay. Mais ouais, on a testé en ringless, mais j'ai l'impression que les taux sont plus faibles qu'avant. J'ai l'impression que le VMS, hein, qui est la technologie, j'ai l'impression que il faut envoyer 10 SMS 10 vocales pour en laisser un, quoi. Ouais. J'ai l'impression que c'est... Parce que le ringless, pour rappel, c'est ça sonne pas sur le téléphone, la personne reçoit un SMS qui dit il y a un répondeur, un message sur votre répondeur. Du coup, la personne va souvent réécouter. La technologie, c'est VMS. Il y en a sur Zapier, donc vous pouvez envoyer des VMS. C'est un peu cher, c'est quand même 8 centimes le message. Pour 1 sur 10 qui ne marche pas, hein. C'est quand même assez cher. Mais ouais, donc ça, c'est des choses où on peut faire en se disant, honnêtement, il n'y a aucune valeur que je laisse le message. C'est à peu près toujours le même. Par contre, il y a la personnalisation. Entre laisser un message où je dis bonjour, où je dis un message bonjour Louis, je te rappelle. Et là, il y a une vraie différence. Donc ça on joue pas mal avec cette partie-là. Cool. Et après, je pense que ce qui est aussi assez fort, nous, c'est qu'en fait, on appelle beaucoup de gens et les gens te rappellent. Et pour qu'il y ait une expérience de rappel qui soit assez cool, tu vois. C'est dire, parce que souvent, les gens qui te rappellent, ils ne savent pas quitter. Ouais. Donc, en fait, de rassurer la personne de pourquoi ils vont rappeler ou autre. Et après, là, on est en train de mettre beaucoup de AI agent, nous, dans le produit. Donc, nous, on est très PLG. Donc, on a à peu près 20 000 business, tu vois, qui s'inscrivent sur notre produit. Pas tous ne payent, malheureusement, mais par mois. Et donc, du coup, on essaye de mettre des AI agents pour les aider à prendre en main le produit, en fait. Donc, un peu comme des customer success ou des use case produits, des démos produits. Donc, on est en train de construire, tu vois, et on en a qui sont dans le produit. Hein. Si vous vous inscrivez, vous ouvrez l'App Store, vous téléchargez Allo. Il y a quelques AI agents qui te permettent de prendre en main le produit, de voir les résumés, de t'aider sur ton business knowledge. Donc, on essaye de bosser sur ça, quoi. Après, je pense que sur vraiment du growth classique, sur la partie enrichissement et sur la partie data research, c'est juste bluffant. La deuxième, je pense que les gens sont très nuls en growth, notamment les gros hackers, tu vois, ou ce métier où les grosses managers sont très mauvais, parce que ce sont des gens qui sont très mauvais pour comprendre le macroéconomique.
C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment leur boîte, quels sont les problèmes qu'elles vont résoudre, quels sont les ICP qu'elles vont résoudre. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, ChatGPT te permet de mieux comprendre qui sont tes concurrents, pourquoi ils sont meilleurs que toi, quels sont les vocabulaires qu'ils vont utiliser, quels sont les commentaires des clients. Donc ça, c'est juste bluffant. Tu vois. Nous, on sort des landing pages en 1 heure, alors qu'avant, on va dire, je ne vais pas faire le vieux, mais avant, je passais 2-3 jours à faire une landing page. Aujourd'hui, j'arrive à faire une landing page qui est presque mieux que ce que je faisais à la main, mais juste en 1 heure, et je peux du coup les verticaliser beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, j'arrive à collecter beaucoup plus de data et les mettre en forme beaucoup plus rapidement, quoi. Ouais, ce que tu partages, c'est que cet accès à la connaissance qu'un gros hacker peut avoir lui permet de à la fois faire des campagnes beaucoup plus personnalisées, mais en même temps mieux comprendre pour être autonome dans la création de landing page, la création de contenu. Et toi, ton approche, du coup, c'est de pas mal quand même tester rapidement, de mesurer, de voir après ce qui marche pas, mais quand même avec une approche assez quanti. Ouais, je vais te donner un autre exemple. Donc, on a beaucoup parlé d'Allo, qui est notre téléphone pro qu'on a. On a racheté une boîte d'inventaire. Tu vois, c'est une boîte classique, c'est une application de gestion des stocks. On a scrappé tous les concurrents, tu vois. On a scrappé tous les reviews de tous les concurrents sur les App Store et tout ça. On a mis tout ça dans une master base de données, quoi. Et on a créé un AI agent qui fait le product manager pour eux, quoi. Enfin, pour ce produit-là, quoi. Trop cool. On a connecté, ils avaient Zendesk. Donc, ils avaient plus de 10 000 tickets. On a mis tous les 10 000 tickets et tout, quoi. On a fait ça avec un dev en part-time. Tu vois, enfin, un dev, il bosse à moitié sur Allo, à moitié sur Scan2Sheet. Moi, j'arrive à bosser peut-être le lundi soir ou le vendredi sur ça. On a créé une roadmap sur le mois d'avril, là, qui est juste hallucinante. C'est juste hallucinante comment l'IA, basée sur toutes ces données, elle a réussi à vraiment identifier. On a mis Amplitude, on a mis aussi les dashboards de Amplitude et tout. En fait, on a réussi à avoir une data produit. Je pense que si j'avais pris un consultant pour faire ça, ça m'aurait coûté beaucoup plus. Et là, l'IA, c'est vraiment bluffant comment elle a compris le produit, comment elle a compris les gaps avec la concurrence, comment elle a cross-data avec la data d'Amplitude de où arrêter les utilisateurs, plus basé sur... C'est juste bluffant. On a une roadmap dans Excel, là, qui est hyper précise de par prioriser avec un framework de priorisation, mais qui est basé sur pas du good feeling, quoi. Ouais. Donc là, c'est un usage qui est assez bluffant de comment tu peux utiliser les modèles dans du product management ou dans du PLG, quoi. Ouais, non, très cool, parce qu'en plus là, vous avez récupéré du coup des avis de vos concurrents ou même les vôtres. Ouais, on a scrappé tous les App Store, les nôtres, plus tous les App Store concurrents. On a scrappé toutes les pages de nos concurrents. Donc, on a des concurrents qui sont beaucoup plus gros. Donc, ils ont des websites où tu regardes, ils ont peut-être 150 landing pages. Tu vois, quand tu vas dans Href, tu peux voir toutes les campagnes paid qu'ils font. On a sorti tout ça. On a tout le verbatim. On a récupéré 1 million d'infos, quoi. Tu as accès à des groupes Facebook. On a scrappé des groupes Facebook d'utilisateurs aussi. Donc, tu as plein d'utilisateurs des communautés où tu récupères tous les messages qui sont postés. Donc, ouais, tu as plein de choses. Et puis, le support client, on a récupéré 10 000 tickets de la boîte. Ouais. La boîte, elle a été lancée en 2019. On a tout mis ça. Tous les bugs qui ont été remontés un par un, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est dingue. Et c'est vrai que parfois, on ne se rend pas compte, mais faire cet effort au début pour agréger tout ça dans une base de connaissances, et après créer par-dessus une couche applicative qui va être du coup un assistant donc là, de produit, mais ça pourrait être du support, par exemple. Nous, ça nous a aidé à refaire le pricing. On lui a dit, OK, c'est quoi les prix imagine-moi des prix, soit créatifs, imagine-moi des différents prix modèles. OK, s'il y avait un prix annuel, combien ça serait? Tu as plein de choses comme ça où honnêtement, c'était genre des projets à la semaine ou au mois, tu vois, avant ça. Ouais. Se dire, vas-y, je vais faire un prix annuel. C'était un casse-tête. Soit tu le faisais au doigt, soit tu faisais... Et donc là, ça te permet d'avoir vraiment une approche data-driven, tu vois. Ok. Ouais, non, mais ça, c'est super, c'est très smart. Tu as parlé de pas mal de différents agents. Donc là, tu as mentionné cet agent IA en interne, produit, des agents qui sont sur votre produit, sur les solutions que vous développez. Ouais. Est-ce que tu peux partager soit des exemples d'agents concrets ou revenir sur les agents produits pour nous partager comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils font? Ça peut donner un peu des idées. Nous, on a un gros problème qui est en fait, c'est des gens, ils achètent leur numéro de téléphone, mais ils ne l'utilisent pas. Et donc, si tu ne l'utilises pas, le mois d'après, tu arrêtes ton abonnement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment l'activation. Donc là, pour l'instant, c'était moi qui appelais tous les utilisateurs, une grosse partie, et on essayait de vraiment expliquer au téléphone. Et donc là, en fait, on va générer beaucoup plus d'appels. Donc, ils ont acheté un numéro de téléphone et on va les appeler
plus de fois avec différents scénarios. On va dire, écoutez, là, c'est votre Allo, l'équipe d'onboarding. Je vais vous montrer, je vais me faire passer pour un de vos clients. Et comme ça, vous allez voir la qualité du résumé. Donc, on va baser sur ces informations. Le mec, c'est un plombier. On va dire, voilà, je vais me faire passer pour un acteur. Donc, ça, on a ces calls-là, tu vois, pour essayer que dans les 5 premiers jours, quand il a acheté son numéro de téléphone sur Allo, il ait reçu une dizaine d'appels. C'est le KPI qu'on essaye de targeter. Donc, on veut qu'il ait reçu une dizaine d'appels pour qu'il comprenne ce que c'est ou autre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait. C'est ça. Ça, vous le faites du coup, mais c'est fait par l'IA ou c'est fait manuellement? Aujourd'hui, moi, je fais 3 appels. Et du coup, on aimerait augmenter cette partie-là et qu'aussi, là, on a une croissance. Donc, moi, je peux pas appeler plus de 40 personnes par jour. Ouais. Donc, moi, je vais appeler les meilleures personnes et les autres, il va falloir qu'on trouve des moyens. Donc, ça, on est en train de le faire avec nos technologies pour réussir à appeler les utilisateurs produits. Donc, on a ça. On a sur le support, honnêtement, on utilise Intercom, nous. Ça a été la première boîte à mettre Fin. Ouais. C'est assez bluffant. De l'IA dans le produit. Ouais, de l'IA dans le produit dans Fin. Donc ça, c'est assez bluffant. Et après, on a ses propres GPT construits sur nos bases de connaissances qui nous permet à chaque fois, tu vois, toutes les datas financières, amplitude et tout sont mis dans le ChatGPT et ça nous permet de rendre aussi la data plus accessible aux gens. Donc, tu vois, on a un gros problème de churn, ça te permet d'aller creuser vraiment d'où vient le churn et comment on va le résoudre, quoi. Et donc, ça permet à n'importe qui de la boîte, que tu sois en go-to-market ou que tu sois en back-end, de pouvoir savoir, OK, en tant que back-end, qu'est-ce que je peux faire pour réduire le churn ce mois-ci, quoi. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un sujet, un gros sujet en entreprise, c'est que les départements, ils agissent un peu en silo et du coup, on n'a pas forcément accès. 8, hein, donc ça va. Oui, mais même d'une équipe de 8, en fait, parfois, on n'a pas accès à un outil, du coup, on n'a pas la data. Donc, il faut qu'on demande à la personne, mais elle va nous faire un export, mais en fait, on va la remobiliser pour lui dire parce qu'on n'a pas compris comment c'est structuré. Et en fait, c'est enlever cette friction et fluidifier l'information dans une entreprise. En fait, ça a tellement de valeur. On a mis un Notion et on a un Slack channel où on partage nos prompts et on partage nos datasets, en fait. Okay. Donc, par exemple, tu vois, là, sur la nouvelle app qu'on a racheté, on a créé un dataset qu'on a déjà, tu vois, on s'est fait chier à vraiment le minimifier au maximum et le rendre plus LLM possible. Et on partage ce dataset aux gens pour qu'ils puissent, du coup, mettre du contexte directement dans leurs outils qu'ils utilisent, quoi. Parce qu'il y en a qui sont sur Cursor, tu vois, les devs, ils sont vachement sur Cursor. Ouais. Donc, en fait, tu te rends pas compte, mais ils ont très peu de contexte en fait dans le curseur que tu leur donnes. Alors que si tu leur donnes beaucoup plus des données que toi tu utilises sur ta partie product, en fait le curseur il va être beaucoup plus fort aussi, quoi. Donc tu as aussi ce challenge là en fonction des... C'est les mêmes LLM mais mis dans des outils différents maintenant. Ouais. Mais globalement ce qui est trop cool je trouve c'est que le constat, c'est qu'au début, ça peut être un petit peu dur d'agréger les données, de créer un petit peu ces prompts, ces instructions, ces assistants, mais que si les personnes jouent le jeu en interne, en fait, il y a vraiment une exponentielle où les gens vont être de plus en plus autonomes, ça va être encore plus simple de pouvoir créer, de lancer des initiatives. Je suis assez surpris parce qu'en fait, tu vois, j'ai un dilemme. C'est que je parle à des dirigeants de PME qui utilisent plus l'IA que la majeure partie des start-upers que je rencontre ou des employés des boîtes dans lesquelles je suis investisseur, en fait. Et il y a un gap qui est quand même hallucinant. Enfin, je ne sais pas si toi, ça le fait ou autre, mais en fait, il y a très peu de gens dans l'écosystème tech qui utilisent l'IA de manière complexe. Et c'est assez bluffant. Assez bluffant. Et alors qu'il y a des professionnels qui ont des usages ultra complexes de l'IA aujourd'hui. Donc, il y a une vraie question quand on dit l'IA va supprimer des jobs. Non, il y a juste des gens qui vont remplacer le job de d'autres gars. Il va y avoir une reformation professionnelle où plein de gens qui se considèrent comme étant de la tech aujourd'hui sont dépassés par les technologies sur des usages très simples. Comme tu disais, juste se faire ses bases de connaissances et se faire ses propres prompts, il y a très peu de marketeurs qui utilisent l'IA aujourd'hui, à part sur de la correction de fautes ou sur faire une landing page avec un prompt de 3 lignes, en fait. En fait, c'est vrai qu'il y a un biais sur le fait que les personnes sur l'IA, ils se mettent à utiliser ChatGPT pour des tâches à très faible valeur ajoutée, mais qui ne sont pas vraiment... Fais-moi une formule Excel. Non, balance tout ton Excel et demande-lui une analytique avancée sur ton Excel. Mais ou comme corriger des fautes, répondre à un petit mail. Mais en fait, ça, c'est le temps de prendre le mail, de le copier, de le coller, de faire son... En fait, c'est assez frustrant. Alors que je pense que les personnes qui sont peut-être dans l'économie réelle, qui sont plus âgées, ils vont aller sur des tâches à haute valeur ajoutée en leur balançant directement tout, en leur demandant des choses plus complexes. L'exemple, tu vois, partagé par Olivier Roussel, je pense qu'on l'a mis sur LinkedIn, il a fait un live avec nous, il est exceptionnel. Tu vois, Olivier Roussel, il faut que tu l'invites un jour ou autre, hein, mais... Il a 50 ans, ça fait 20 ans qu'il est agent immobilier.
Il met un appartement, il reçoit 5 offres, il balance les 5 offres à ChatGPT. Il lui dit « Explique-moi lesquelles offres sont les plus intéressantes à présenter à mon client et aide-moi à préparer l'argumentaire pour présenter chacune des offres de la meilleure des manières auprès de mon client, qui est le client, qui est le vendeur. » Tu vois. Ouais. Et le gars, il balance tout, tac, tac, et il arrive ultra préparé. Il a une meeting d'1 heure avec son vendeur. Il arrive de manière ultra préparée, il présente les meilleures offres, et il voit des choses qu'il n'avait pas vues. Ouais. C'est bluffant. Tu vois, face à un mec qui va mettre son email et genre make it more American, tu vois, genre. Ouais, non mais hyper intéressant là-dessus parce que je pense qu'il y a un aspect très pragmatique, terre à terre, de se dire j'ai confiance en l'IA, elle va pouvoir m'apporter de la valeur. Moi, je me concentre sur le rendez-vous et le fait de closer, de matcher la meilleure offre auprès du propriétaire. Et la modestie de se dire, ok, j'ai peut-être 20 ans d'expérience d'animaux, mais peut-être que des offres, je les ai peut-être pas vues de la même manière. Peut-être qu'il y a une offre que j'ai pas priorisée, que je devrais prioriser en fait. Ah ouais. Très cool ce retour d'expérience et c'est un sentiment aussi partagé de mon côté sur le fait que c'est encore sous-utilisé dans beaucoup d'entreprises. Vous, de votre côté, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est la création de contenu. Vous faites beaucoup de création de contenu. C'est quoi ta vision sur pourquoi c'est aussi important de créer du contenu ? Comment vous le faites ? Est-ce que vous utilisez l'IA ? Comment vous voyez le marché de la création de contenu évoluer ? Ouais, je pense qu'on est assez obsédé sur ça pour une seule... ça, c'est 3 lettres, hein, c'est le CAC. Pourquoi tu crées du contenu ? Pour réduire ton CAC, en fait. Le coût d'acquisition client. Ouais, le coût d'acquisition client qui est juste hors de prix. Aujourd'hui, tu peux plus créer une boîte de software aujourd'hui, dire à des investisseurs que tu vas monter une armée de commerciaux, tu vas faire du cold calling et de l'emailing et que tu vas faire une licorne. On l'a fait dans le passé, c'est plus possible aujourd'hui. Donc on est obligé de se réinventer pour réduire les coûts d'acquisition. Les coûts d'acquisition dans tout, hein, mais notamment dans tous les gens qui dépendent du digital, hein, c'est bluffant. Tu le vois dans la restauration, tu le vois dans le logiciel, partout. Les boîtes aujourd'hui qui ont le plus forte croissance sont les boîtes qui ont de la croissance organique, en fait. Donc nous, on investit massivement dans la création de contenu. On le fait de 3 manières. On a investi très tôt dans le SEO parce que je trouve que le SEO, ça te permet de comprendre les intentions d'achat, en fait. Donc, on a fait beaucoup de recherches dans les keywords pour vraiment réfléchir à qu'est-ce que les gens cherchent, en fait, dans les moteurs de recherche. Ouais. Donc, ça a été le premier gros taf. Le deuxième taf, on fait beaucoup de création de contenu. Donc, nous, on a quand même 2 content creators qui ont plus d'1 million d'abonnés chacun, qui sont full-time employés de la société pour créer du contenu. Donc, on n'a pas de sales, on a 2 content creators. Et donc, on fait beaucoup de contenu organique. Ça nous permet 2 choses. Ça nous permet de faire des publicités. Donc, nous, on va d'abord balancer en organique. Et c'est les créations qui vont marcher en organique, on va les booster avec du paid et pas inversement. Juste sur cette partie-là, c'est des créations de contenu vidéo. Short form vidéo. Donc 1 minute, 30 secondes. Ouais, 1 minute, 30 secondes. Tu en as certaines 3 minutes sur TikTok, mais globalement, c'est des vidéos où tout se passe dans les 8 premières secondes. Là, c'est le hook qui tient. Et donc, on va créer ce contenu. Dès qu'il part en organique, après, on le booste. Et ça nous fait nos téléchargements. Cool. Et après, la dernière partie, c'est vraiment la partie un peu plus spécifique. Se dire, on va faire des événements, on va faire du LinkedIn, on va faire des masterclass. Tu vois. Nous, tous les 3 mois, on fait une keynote à l'Apple. La prochaine, elle est dans 2 semaines, tu vois. Où, en fait, on présente tous nos produits de manière open, publique sur les réseaux. La création de contenu, on utilise beaucoup de l'IA. Donc, à la fois sur la partie SEO, sur la partie recherche, on va chercher vraiment les intentions d'achat et les valeurs propositions. La partie contenu, là, ce qu'ils m'ont montré, je crois qu'on n'a pas trop le droit d'en parler, mais globalement, on a des outils qui permettent de générer des hooks et de tester des hooks à très grande échelle. C'est-à-dire qu'au moment où je te parle, là, ça fait 1 heure de podcast, on a peut-être testé 13 hooks différents. C'est-à-dire qu'on a posté des vidéos qu'on a supprimées après, mais le fait de les poster, on a vu lesquels marchaient mieux que les autres. Donc ça, on fait beaucoup de tests sur les gens qui veulent suivre notre média. Il s'appelle On the Phone. Donc, il est en français, il est en anglais. On teste beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu vois dans ton feed, peut-être tu vas sur notre partie, il n'y est plus la vidéo. Mais aujourd'hui, sur notre partie média, donc on met en avant nos clients. Ça a été un parti pris. Chaque contenu qu'on poste en moyenne fait un minimum 500 000 vues. C'est-à-dire qu'on prend un client à nous, on va filmer chez lui, on fait une story de lui, on le balance sur nos réseaux, ça fait 500 000 vues. Ça, c'est un des aspects. Donc, c'est notre laboratoire, en fait, de créer du contenu et du organique. Et tout ce qui marche bien en organique finit en publicité payante. Sauf que, du coup, nos CTR, tu vois, sont beaucoup plus hauts que les autres. Parce qu'en fait, on a des contenus qui
le watch time est juste exceptionnel, quoi. Ouais, très, très cool. Sur cette partie SEO, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent voir comment utiliser l'IA pour faire de la recherche d'informations et ensuite, sur une intention de recherche, générer un article optimisé. Je pense que c'est pas l'article le plus important, c'est prendre ses intentions de recherche, mais vraiment gratter tout autour. Tu vois, aller chercher tout le champ lexical, tu vois, vraiment gratter autour. C'est ça qui est le plus dur, en fait. L'article en lui-même, je conseillerais pas aux gens d'écrire des articles même par l'IA. Nous, on a des copywriters qui utilisent ChatGPT et qui utilisent même Gemini sur certains aspects et Perplexity. Mais en fait, la vraie valeur ajoutée, elle est vraiment dans le keyword research. Et en fait, tous ceux qui ont vraiment fait du SEO, qui sont très forts en SEO, ils passent plus de temps sur Ahrefs que sur la création d'articles, en fait. Et donc, ce qui est dur, c'est vraiment d'aller chercher toutes ces keywords et d'aller chercher ces intentions data. Et en fonction d'un keyword, c'est là où GPT va pouvoir réfléchir au titre de l'article. Tu vois, c'est là, en fait, il faut peut-être passer une journée à juste chercher les titres des articles plutôt que passer sur la rédaction de l'article en lui-même. Ouais, parce que les intentions de recherche, c'est trouver un petit peu, du coup, les intentions qui font du volume, où il n'y a pas trop de concurrence, où il va falloir, c'est possible de se positionner assez rapidement, et peut-être aussi même d'aller sur de la longue traîne, donc des intentions un peu plus longues, qui sont un peu plus niches, mais qui, s'il y a de la quantité, ça permet de couvrir pas mal. Sur le deuxième point, ça, je pense que du coup, sur la création de contenu, SEO, les gens peuvent un peu voir comment exploiter avec des outils comme tu as mentionné, Ahrefs, SEMrush, etc. Sur la création de contenu vidéo, là, ce que tu partageais, du coup, c'est vous changez l'accroche au début, vous gardez peut-être la même vidéo sur le reste. De toute façon, les gens, le nerf de la guerre, c'est combien de restent sur le hook, en fait, et la différence entre quand ça apparaît dans le feed, combien vont watcher et combien vont pas watcher. Donc ça, en fait, ça, c'est même pas de l'A/B test, là, c'est industriel, quoi. Ouais. Enfin, on fait 400 créatifs par mois. Hein. Juste créa pure. Tu peux aller voir sur nos ads ou autres. On a 400 créatives créées par mois. Très cool. 2 personnes. 2 personnes, vous êtes 8 en tout dans la boîte. Et, avec tous les initiatives que vous lancez. Et en fait, vous laissez du coup les algos décider de ce qui va marcher ou pas. Il y a 2 choses. Donc, il y a un premier outil du coup, qui nous permet de prendre tous ces hooks-là et mélanger avec des vidéos. Donc, en fait, une vidéo, globalement, tu as 7 parties. Hein. Tu as le hook, tu as 3 parties à l'intérieur. Tu as la vidéo produit. C'est du scripté, quoi. Donc, en fait, ils vont rotate, tu vois, tous les... Faire de l'A/B testing non-stop. L'A/B testing, du coup, ultra complexe. Et derrière, après, tu as les algos des plateformes. En fait, c'est TikTok qui te permet d'avoir les résultats le plus rapidement, en fait, qui vont te donner beaucoup de données sur, en fait... combien ont été display en impression et combien ont été watch, et après tu as le watch time. Mais tu as des écarts qui sont énormes, c'est-à-dire que tu as une vidéo qui va avoir 0,8% de watch time, c'est-à-dire qu'il y a moins d'une personne qui la regarde en entier, tu as d'autres vidéos où tu vas avoir 30-40%. Donc c'est ça qui est ultra bluffant, et donc tu sais que c'est la même putain de vidéo, tu vois. C'est les mêmes filmés et tout, c'est juste le hook qui est différent. Quand tu scrolls. Et bam. Et donc là tu sais que avant on aurait mis du budget sur l'ancienne, on aurait perdu du cash. Alors que là, on met du budget que sur celle qui performe. Celle qui marche et les autres ont et ces vidéos, on les poste, elles font 300 vues. Ouais. Ça suffit, en fait. C'est des échantillons, c'est du micro-testing, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez testé un petit peu la partie créer des shorts 100% IA ou par exemple un peu des avatars? C'est vrai, ça on a beaucoup. On utilise Arcade que tu connais peut-être, qui est une société française. Il faut que tu invites Romain sur le podcast, mais on était un des premiers utilisateurs de Arcade. Donc globalement c'est des AI UGC, donc c'est des AI acteurs, c'est des vraies personnes mais où on peut leur faire dire ce qu'on veut, quoi. Changer le script. Et donc ça on a testé. Il va me détester peut-être Romain, mais nous ça a moins marché que quand on le fait nous-mêmes. Donc pour l'instant on n'a pas eu des résultats assez bluffant. Il y en a qui tournent, hein. Il y a quand même des campagnes, mais ça te permet de tester très vite. Donc, c'est-à-dire, tu dis, je veux un agent immobilier, je veux que l'agent immobilier dise ça en mode selfie. Donc, on a testé. Là, c'est quelque chose qu'on a dépriorisé et on a vraiment focus sur créer nos assets nous-mêmes. Peut-être qu'aussi, on n'était pas assez bon sur les hooks et sur les assets. Peut-être qu'on y reviendra quand on aura craqué ça avec notre contenu. Mais c'est un format un peu particulier, comme c'est de l'UGC, un peu en mode... ils ont beaucoup innové. Hein. Maintenant, ils ont plein de choses. Il y a des résultats assez bluffants. Tu vois, j'ai un autre ami, là, il a fait une vidéo qui a fait 50 millions de vues, full AI, UGC, full organique, sur du médical et tout. Donc, honnêtement, tout est possible. On n'a juste pas réussi à le faire marcher. Je pense que c'est pas l'outil. C'est jamais l'outil le problème. Hein. C'est comment tu l'utilises. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes de format, ça peut être complémentaire à d'autres formats qui sont créés. Et ça te permet de tester. En fait, ce que j'adore et pourquoi j'ai recruté autant de content creators dans la boîte, c'est en fait
toute la tech française est tournée autour de la fonctionnalité. On veut toujours plus de features, la feature plus complexe. C'est jamais un problème de feature. On s'en fout de la couleur du bouton, on s'en fout de l'effet. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est comment tu arrives à comprendre la personne et la persuader d'acheter ta solution, en fait. Et donc, j'ai mis toutes les ressources de la boîte presque sur craquer cette partie-là. C'est-à-dire, on fait un numéro de téléphone. Par contre, on arrive à le vendre d'une manière tellement spécifique à tellement de gens qu'en fait, on arrive à vendre beaucoup plus de numéros de téléphone que les autres acteurs, quoi. Et donc, on met toute notre recherche, que ce soit l'IA, que ce soit nos talents ou autre, pour en fait comprendre le marché et comprendre les argumentaires pour convaincre ce marché-là, quoi. Ah ouais, et sur la distribution... C'est là où Apple a été exceptionnel, c'est là où des Tesla ont été exceptionnels, parce qu'en fait, ils ont très bien compris la valeur proposition de leurs produits. Et c'était jamais des fonctionnalités. Ouais, non, très, très, très inspirant. C'était très cool d'échanger avec toi. Je vois que le temps file. Je ne sais pas si tu as quelques mots à partager sur cette fin, ou sinon nous partager ce qui, toi, un petit peu t'excite, t'anime sur les prochaines années, que tu vas voir débarquer, que tu sens un petit peu débarquer avec l'IA, et tu as hâte que ça arrive, ou même au contraire, ça peut être aussi un petit peu vertigineux. Non, honnêtement, un message sur tous les gens qui hésitent à payer 20 € par mois pour ChatGPT. Honnêtement, vos enfants, ils rigoleront que vous ayez hésité à payer ça, quoi. C'est comme les gens qui voulaient pas se mettre sur Netflix, tu vois, avant, et qui payaient la redevance TV. Mais ouais, je pense que n'ayez pas peur de tester des outils, de mettre beaucoup d'argent dans vos outils, de demander à votre boss de vous payer ces outils-là aussi. Je suis encore surpris que très peu d'employés expense ces outils-là. Ouais. De deux, si vous êtes dirigeant d'une PME, si vos parents sont dirigeants de PME ou autre, que vous avez un problème, que vous voulez qu'on se casse le cerveau, nous on adore, on lance 6 produits par an, tu vois, donc envoyez-nous des idées de produits. Le troisième, c'est, je pense qu'il y a une nouvelle philosophie de boîte, c'est qu'en fait il y a une course à l'IA, mais en fait il y a 2 courses à l'IA. Il y en a une qui est d'avoir les LLM et les modèles les plus performants, et il y en a une deuxième, c'est d'adoption de l'IA. Et donc, moi, la course que j'ai choisie, c'est de se dire que les problèmes, ils sont déjà là, ils sont existants, ça fait 50 ans qu'ils existent. Il faut juste les résoudre d'une manière différente et trouver comment convaincre ces gens-là de les résoudre. Et donc, nous, tout ce qu'on fait, c'est l'accessibilité au software. On a plein de positions ouvertes. Donc, s'ils veulent nous rejoindre, ça serait un grand plaisir. Ils m'écrivent sur LinkedIn ou ils appellent sur le site de la boîte ou ils viennent sonner au bureau ou ils m'appellent sur mon numéro qui est en public. Et derrière, qu'ils viennent tester. Et puis, s'ils veulent tester Allo, je pense qu'on fera un code que tu diffuseras. Vous mettez Louis dans la page de paiement et vous pouvez tester un mois gratuitement nos produits, quoi. Donc, notamment Allo avec le code Louis ou Louis Podcast. Tu vois, on mettra. Ouais, trop cool. Bah, je mettrai ça en description et très cool de tous tes retours. C'était très, très enrichissant de ton partage en vrai sur comment vous utilisez l'IA, les choses que vous testez et qui marchent plus ou moins. C'était très... Il y a plein de choses à structurer parce qu'en fait, on est encore dans cette phase de test, de tester des choses. Et tout le monde en réalité. C'est ça qui est beau. Ça évolue. Il y a des choses que tu l'as dit au tout début. Vous avez commencé à lancer le premier produit en 2024. Il y a un an, l'IA évolue tellement que, en fait, il faut continuellement s'adapter, tester. Il ne faut pas faire de l'IA pour faire de l'IA. Il faut faire de l'IA qui aide des gens qui utilisent déjà l'IA. En fait. Donc, c'est ça la beauté. Trop cool. Merci, Jérémy. Merci à toi, Louis.